Les discussions autour d'Alatra en Slovaquie et en République tchèque ne s'apaisent pas. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué qu'il y avait besoin de lancer une attaque massive de discrédit contre le mouvement public international Alatra, qui se consacre à l'étude du climat, de la progression rapide des cataclysmes sur Terre et à la diffusion d'informations à ce sujet auprès du grand public, et pourquoi cette attaque a été lancée. Permettez-moi de vous rappeler qu'en l'espace de 3 semaines seulement, environ 400 publications ont été diffusées dans divers médias européens. Même un profane qui a à peine regardé les titres identiques de ces articles, les formulations identiques et le copywriting le plus primitif, peut clairement voir que cette attaque dans les médias a été ordonnée. J'ai déjà montré les faits et la chaîne des liens qui nous ont conduits aux organisateurs et aux sponsors de cette campagne calomnieuse en Slovaquie et en République tchèque. Il s'agit de l'organisation russe pro-religieuse Rassir, qui opère sous le patronage de l'Église orthodoxe russe. Pour plus de détails, suivez le lien et regardez la vidéo. Pourtant, je voudrais à présent mentionner un article publié récemment sur le portail Seznam Zprávy par Madame Sirokova, cette journaliste tchèque scandaleuse qui a été impliquée dans une affaire pénale portant sur la suppression des droits et des libertés humaines fondamentales. Tout d'abord, je vais vous faire part d'un fait intéressant. Très récemment, nous avons été informés que des narratifs avaient été envoyés par les canaux de communication de l'organisation pro-religieuse russe Rassir avec des instructions visant à associer les activités d'Alatra à l'extrémisme aux yeux de l'opinion publique. Avant même que nous ayons eu le temps de prendre connaissance de cette information, ces mêmes narratifs ont été immédiatement promus par le porte-parole de Rassir ici, en République tchèque. Dans l'article susmentionné de Madame Sirokova, on trouve une référence à l'opinion d'un certain expert politique, qui accuse Alatra d'utiliser les outils de la propagande russe, d'extrémisme et de radicalisme. Il est dit qu'en raison de notre rhétorique prétendument radicale et agressive, certains individus pourraient être incités à des actions extrêmes, les soi-disant loups solitaires ou tireurs solitaires. L'expert inconnu mentionné dans l'article s'inquiète donc d'une menace correspondante pour la sécurité. Ainsi, les narratifs de l'organisation pro-religieuse Rassir, dont le centre idéologique est supervisé par l'Église orthodoxe russe, apparaissent désormais dans les médias tchèques. Cela ne vous met-il pas la puce à l'oreille? Comparez les faits et réfléchissez à la question suivante: qui fait passer réellement la désinformation russe? Cet expert nous qualifie de pro-Kremlin, alors que toute cette campagne de diffamation massive menée par des agents médiatiques recrutés par le Rassir russe utilise la même rhétorique depuis les toutes premières publications déshumanisantes sur Alatra, diffusées sur les portails du ROC il y a 10 ans. Regardons à nouveau ces captures d'écran. La rhétorique est identique. Bien que les articles aient été publiés à 10 ans d'intervalle et dans des pays différents, la République tchèque et la Russie. Alors, chers journalistes, qui est réellement pro-Kremlin ici? En ce qui concerne l'extrémisme, le radicalisme et la rhétorique agressive qui incite les gens à des sentiments radicaux, voyons voir, qui l'utilise réellement. Notez de quelle manière ces partisans de Rassir ne se contentent pas seulement de répandre la désinformation russe dans un État européen démocratique, mais ils utilisent également les outils de manipulation privilégiés par les groupes dits antisectes. Tout est identique à ce qui a été fait à l'époque nazie. Des méthodes identiques sont utilisées contre d'autres organisations que les agents de l'organisation pro-religieuse russe Rassir déshumanisent et étiquettent comme secte. La même approche est appliquée contre nous. À l'époque, il y avait Walter Kunet qui avait fondé un centre apologétique où il enseignait les méthodes de déshumanisation non seulement à tout son réseau d'agents sous couvert d'activités antisectes, mais aussi aux nazis. Aujourd'hui, le nouveau Führer Dvorkin, principal idéologue du Rassir,
instruit tout son réseau d'agents comme le faisait Kunet. Et il utilise les mêmes accents ou en couleurs et chargés d'émotions qui évoquent de manière ciblée certaines images et associations dans votre cerveau. Il s'agit toujours d'enfants, de sexe, de violence, d'extrémisme et de terrorisme. Il s'agit d'organisations totalement différentes, religieuses et laïques, et de personnes qui n'ont rien à voir avec la religion. Mais elles sont accusées des mêmes faits, viols, scandales sexuels et abus d'enfants. Et ici, vous pouvez voir la propagande visant à déshumaniser le peuple juif pendant la formation du nazisme. Voyez-vous les similitudes? Il s'agit de méthodes de manipulation. Pourquoi? Parce que votre cerveau réagit à ces informations. Vous entendez parler de sexe et vous êtes jaloux que quelqu'un soit meilleur que vous, qu'il l'est, alors que vous ne l'avez pas. Par conséquent, vous avez inconsciemment le désir de vous élever, d'être supérieur à cette personne, alors qu'en fait, à ce moment-là, vous êtes déjà manipulé et soumis à un lavage de cerveau. L'envie est le déclencheur le plus facile pour vous rendre accro. D'abord, il montre pourquoi vous vivez si mal, puis il trouve les coupables. Regardez, ces gens sont mauvais, et vous n'avez pas ce qu'ils ont. Ainsi, ils font naître en vous l'envie et vous poussent à faire des bassesses. Ensuite, ils vous font vous sentir comme supérieur à ces gens, de sorte qu'il vous semble maintenant justifié de leur prendre tout. Qu'il s'agisse du nazisme ou du communisme, cette technique de manipulation est la même partout. Le seul format où cette manipulation n'existe pas est la démocratie. Les agents du Rassir utilisent les mêmes méthodes de manipulation en politique et partout ailleurs. Ils tentent de diviser la société en personnes éduquées et non éduquées. Nous avons également été informés que l'organisation russe pro-religieuse Rassir et ses agents ont lancé un narratif selon lequel Allatra est soutenu par l'élite intellectuelle et que seules les personnes intelligentes, lettrées et éduquées nous rejoignent. Et immédiatement après, l'un des principaux antisectes tchèques a commencé à parler de la même chose. Regardez cette citation tirée de l'interview de Zdenko Wojcik, qui n'a rien publié sur Allatra depuis longtemps, bien qu'il ait été l'un des premiers à entraîner le mouvement dans le domaine religieux. Il est très probable qu'il ait contribué à faire pénétrer la rhétorique de l'organisation pro-religieuse russe Rassir dans la République tchèque et la Slovaquie. Suite à ces actions, les médias de ces pays ont commencé à stigmatiser Allatra en la qualifiant de secte. Pourquoi les antisectes et leurs complices promeuvent-ils ce narratif? Il me semble que cela est fait pour accroître la polarisation et la division dans la société. Les agents du Rassir ont peur que nous disions la vérité et que des personnes dotées de pensée critique, capables de relier cause et effet, nous comprennent. C'est pourquoi ces agents tentent de diviser et de radicaliser la société, mais dans quel but? Afin d'aggraver les clivages. Au siècle dernier, une telle division dans la société a déjà été orchestrée selon les mêmes principes. Ils ont opposé les travailleurs aux élites intellectuelles. Il semble qu'en utilisant une rhétorique semblable à celle de M. Wojcik, ils cherchent à appliquer la même approche à notre époque. Pourtant, nous savons avec certitude que des personnes dotées d'un esprit sain sont capables de comparer les faits et de comprendre la vérité. En réalité, nous avons de nombreux participants engagés à la fois dans un travail intellectuel et dans des travaux physiques exigeants, et ils perçoivent l'information tout aussi bien que ceux qui ont obtenu plusieurs diplômes universitaires. Pourquoi? Parce que la nature a doté l'être humain d'intelligence. Chacun peut la développer s'il le souhaite. Le travail dur n'est pas un obstacle au développement intellectuel. Nous sommes contre l'humiliation des gens, en particulier des travailleurs. Nous sommes contre la division et la déshumanisation, car nous sommes avant tout des travailleurs nous-mêmes. Il faut donc réfléchir et analyser quand vous entendez de tels discours, et se rappeler que vous êtes programmé, et que des orientations totalement différentes vous sont imposées. Tant que vous ne retrouverez pas votre pensée critique, vous resterez vulnérable à ces manipulations. Revenons maintenant au loup solitaire mentionné dans l'article de Madame Sirokova.
Ainsi, l'experte, invitée par Madame Sirokova, affirme que notre rhétorique pourrait radicaliser les gens. Vous savez, je suis habitué à diverses provocations de la part des antisectes et de leurs complices, mais là, même moi, j'ai été frappé par le degré extrême de cynisme des auteurs de ce texte. Ils nous harcèlent littéralement à travers les médias, créent une atmosphère de haine, suscitent de l'agressivité chez les gens, puis ils nous en rendent responsables, nous, qui avons dû commencer à nous défendre contre leurs attaques et qui n'avons pas eu peur de dire la vérité sur leurs activités. C'est une technique classique de manipulation par accusation en miroir. Ils accusent leurs victimes exactement de ce qu'ils font eux-mêmes. Nous, citoyens respectueux de la loi, qui dénonçons des actions précises illégales d'un réseau organisé d'agents et de terroristes informationnels, devenons soudainement des radicaux, tandis que ceux qui orchestrent le harcèlement et des manipulations à notre encontre se présentent comme de prétendues victimes de notre rhétorique. Mais, en réalité, je suis même content que Madame Sirokova ait abordé ce sujet, car j'ai beaucoup à dire à ce propos. Je commencerai par quelques questions. Premièrement, cette experte est-elle consciente du système auquel elle s'est rendue complice et des articles précis du Code pénal qui couvrent sa coopération avec Madame Sirokova, une véritable agente d'influence du Rassir en République tchèque? De plus, qui est réellement l'auteur des propos cités dans cet article? Madame Sirokova n'aurait-elle pas glissé à cette experte un texte déjà rédigé avec les formulations qu'elle voulait qu'elle exprime? Cela serait très pratique pour Madame Sirokova de piéger une autre personne et de rester elle-même hors de cause, surtout lorsque les autorités ont déjà des questions à lui poser, n'est-ce pas? Appelons les choses par leur nom. Ce que font Madame Sirokova et ses autres complices n'est pas du journalisme honnête et objectif. C'est un système méthodique et bien planifié visant à inciter à la haine, à accroître les divisions dans la société, à instiguer et même à programmer des individus à commettre des actes de violence. Ces agents savent parfaitement quel type de rhétorique peut pousser certaines personnes psychologiquement instables, influencées par des inclusions subliminales spécifiques, à passer à l'acte, car ce sont des experts en la matière, et un grand nombre de personnes en ont déjà souffert. Ils disposent de ressources illimitées pour cela, accès aux médias de masse, outils leur permettant d'agir légalement sous la bannière de la liberté d'expression, et, bien sûr, ils ont des sponsors et des protecteurs puissants qui les couvrent. Et surtout, ils sont armés de méthodes très sophistiquées d'influence psychologique cachée et de programmation des comportements pour inciter les gens à réaliser des actions spécifiques. Par ailleurs, contrairement aux propos de Madame Sirokova et de son experte, mes paroles s'appuient sur des faits. Analysez leur mode opératoire, et vous verrez des schémas précis par vous-même. D'abord, ils publient des articles pseudo-experts chargés d'inclusion subliminale cachée. Ensuite, ils divulguent les données personnelles de leurs victimes. Et après, ils attendent. Ils attendent que les personnes qu'ils ont programmées passent à l'action. Ils savent parfaitement quel déclencheur utiliser, quels mots choisir, et comment formuler le texte pour maximiser l'impact sur le psychisme des lecteurs. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est une logique froide et calculée. Les commentaires sous leurs articles, comme « Cassons la figure à ce sectaire » ou « Les sectaires devraient être abattus », ne sont pas des élans spontanés d'agressivité, mais le résultat de leur manipulation. Ils savent ce qu'ils font. Ils voient ces commentaires et continuent de publier de nouveaux contenus, de nouvelles adresses personnelles et de nouvelles cibles. Leurs méthodes ont été éprouvées par des années. C'est le style des tueurs en série qui tuent par les mains d'autrui. Leurs superviseurs de Rassir leur ont fourni des technologies nazies perfectionnées pour manipuler la conscience et le subconscient des gens.
Mais même les nazis n'agissaient pas avec une telle bassesse, tandis que ces ordures se cachent derrière le masque du journalisme indépendant et de la liberté d'expression. Pendant ce temps, chacun de leurs articles est une instruction codée pour de la violence. Chaque leur publication est une attaque terroriste différée. C'est ainsi qu'ils poussent des individus à commettre des attentats contre des politiciens, et c'est ainsi qu'ils incitent des enfants à aller tuer d'autres enfants, provoquant de nouvelles fusillades dans les écoles. Laissez-moi vous donner un exemple frappant. Ces mêmes journalistes tchèques et slovaques qui nous traquent aujourd'hui, et qui ont déjà rédigé 400 publications pour nous diaboliser, ont en réalité organisé une tentative d'assassinat contre le Premier ministre slovaque, Robert Fico. Il faut rendre hommage à M. Fico, car il est probablement le premier politicien de haut niveau à avoir pleinement compris la menace que représentent des journalistes comme Sirokova et les médias utilisant régulièrement les méthodes nazies de Rassir. Il a commencé à prendre des mesures concrètes pour neutraliser cette menace pour toute la nation slovaque. Malheureusement, cela a conduit à une tentative d'assassinat contre lui, démontrant clairement jusqu'où ils sont prêts à aller, tout en se délectant pour le moment de leur impunité. Examinons quelques détails de ces événements. D'après les informations sur les méthodes de manipulation cachées décrites dans le documentaire « L'Impact », le mécanisme de préparation de l'attentat contre M. Fico a été enclenché bien avant les coups de feu. L'attentat à sa vie a été précédé par une longue campagne d'information et de manipulation psychologique. Pendant longtemps, les mêmes médias, en particulier RTVS, ainsi que certains journalistes, ont systématiquement critiqué Fico et ses activités, le discréditant et même diabolisant. Naturellement, Madame Sirokova a également participé à cette campagne. Pourtant, on pourrait se demander pourquoi une journaliste tchèque se préoccupe des affaires internes de la Slovaquie. Comment les événements se sont-ils déroulés? Par une coïncidence surprenante, peu de temps après que Fico a soulevé la question de la suppression d'un média, à savoir la chaîne RTVS pour ses activités nuisibles dans le pays, une tentative d'assassinat contre lui a suivi. Bien sûr, cela pourrait être une simple coïncidence, mais il y a le témoignage du tireur lui-même. Quelques heures seulement après son arrestation, alors qu'il se trouvait déjà au commissariat, l'attaquant, Juraj Cintula, un homme de 71 ans, soit dit en passant, a répondu, lorsqu'on lui a demandé ce qui avait motivé son acte, qu'il était en désaccord avec la politique du Premier ministre, en particulier avec la suppression de RTVS, ce qui l'a poussé à vouloir tuer Fico. Voilà le point clé. Dans la vidéo où la réponse du tireur est enregistrée, on voit qu'il n'a pas encore repris ses esprits après ce qui s'est passé. C'est-à-dire que sous le coup du stress, désorienté et contrôlant mal son état, Cintula délivre mécaniquement la formulation la plus proche de ce qui domine dans son esprit. Regardez ce moment vous-même. Nesúhlasím s politikou vlády. A preto ste sa pred mesiacom rozhodol čo? Veď sú likvidované mass media. Prečo RTVS je napadaná? Prečo som India Mazak je prečo vyhodený z funkcie? Cela ressemble-t-il à un discours réfléchi, logique ou significatif d'un homme sûr de ses paroles et de ses actes? Non, il ressemble davantage à un automate qui reproduit mécaniquement les mots implantés dans son esprit. Analysons l'absurdité de la situation dans son ensemble. Un homme de 71 ans part commettre un meurtre et un suicide prémédité prétendument en raison de la fermeture d'une chaîne de télévision. Après tout, il savait que le Premier ministre était protégé, il y avait donc une forte probabilité qu'on riposte. Ainsi, un homme âgé, à la fin de sa vie, a commis un crime dont l'issue ne pouvait être que la prison ou la mort, simplement pour une chaîne de télévision. Quel est le but de ce sacrifice? Défendait-il ses propres intérêts de cette manière? Cela va à l'encontre de toute logique ou de bon sens. Cela contredit même l'instinct de survie le plus élémentaire. Cependant, un exécutant programmé, dont la conscience a été induite d'un certain code, agira en dépit de la logique,
du bon sens et même de l'instinct de préservation. Il est intéressant de noter que M. Ficot lui-même, à peine remis de cette tentative d'assassinat, a immédiatement désigné les médias antigouvernementaux comme étant parmi les responsables de l'attaque. Son subconscient a clairement identifié la source de la menace. En tant que victime d'une tentative d'assassinat, il a instinctivement déterminé d'où venait le coup. Mais même M. Ficot, malgré son expérience de politicien, n'a pas pu révéler entièrement le schéma de cette machination. Pourquoi ? Parce que nous avons tous l'habitude de chercher des corrélations simples, quelqu'un donne un ordre, et un exécutant passe à l'acte. Cependant, dans ce cas, le schéma a fonctionné différemment, par un impact indirect et à distance. C'est comme une bombe radiocommandée, vous voyez une explosion et un homme avec un détonateur, mais vous ne voyez pas les ondes radio qui transmettent le signal. Ici, le principe est le même. La clé pour résoudre cette situation réside dans les premiers mots prononcés par l'attaquant immédiatement après son arrestation. Ce n'était pas simplement une explication de son motif, c'était un fragment du code d'un programme déclenché, implanté dans son subconscient à travers des publications spéciales contenant des inclusions subliminales et des déclencheurs encodés. En état de stress et de désorientation, cet homme a exprimé exactement ce que les manipulateurs avaient intégré dans son psychisme. Il n'était qu'un outil entre les mains de ceux qui avaient préparé cette tentative d'assassinat depuis longtemps à l'aide de manipulations cachées dans des publications médiatiques. Pendant ce temps, les véritables organisateurs de cette attaque sont restés dans l'ombre, sacrifiant la vie d'un être humain dans leur jeu cynique. Une autre preuve de l'existence d'un codage subliminal à distance via les médias réside dans le fait que les tentatives d'assassinat contre Ficot ne se sont pas arrêtées. Tout d'abord, il a reçu une enveloppe contenant une balle, une menace explicite. Peu après, une deuxième tentative d'assassinat a été perpétrée. Le comportement du deuxième assaillant, un autre, loup solitaire, comme ils disent, est tout aussi remarquable. Sans prêter attention à son environnement, rempli de haine, comme hypnotisé, il a tenté de s'approcher de Ficot en franchissant directement le détecteur de métaux avec une arme à feu. Là encore, aucune évaluation de la situation, aucun instinct de préservation, aucune logique. Il avançait simplement vers sa cible, tel un missile guidé. Bien que je ne sois pas un expert, il me semble que cela illustre les caractéristiques d'une personne sous contrôle externe, dont la volonté est totalement écrasée par un programme implanté. Les nouvelles menaces et la seconde tentative contre M. Ficot constituent en réalité des preuves directes qu'un programme de codage des tueurs a été activé via le champ informationnel. C'est comme jeter un filet de pêche. Tôt ou tard, on finit par y attraper une personne avec un certain type de psychisme, motivée politiquement, réceptive à la suggestion et à la manipulation. Le plus effrayant, c'est que ce filet continue de fonctionner. Et il est impossible d'évaluer le nombre d'autres personnes qui s'y sont déjà retrouvées et le nombre de celles d'entre elles qui sont déjà programmées et attendent simplement un signal d'activation. En réalité, il n'est pas difficile de vérifier mes propos. Il suffirait que des spécialistes objectifs, sans lien avec les antisectes, effectuent une expertise rétrospective de l'état mental des deux loups solitaires ayant tenté de tuer Ficot. Cela révélerait clairement qui les a dressés et leur a donné l'ordre d'attaquer. La mémoire humaine est unique, et notre cerveau agit comme un enregistreur parfait. Il capture tout, chaque mot lu, chaque vidéo visionnée, chaque idée instillée de l'extérieur. En travaillant sur la mémoire d'une personne, des chercheurs professionnels peuvent reconstituer avec précision toute la chaîne. C'est comme un code informatique que les experts peuvent analyser ligne par ligne. Quand et après quelle publication l'idée de tentative d'assassinat a émergé, après quelle publication elle a été renforcée, et quel élément a servi de déclencheur pour activer le programme implanté. Ainsi, il serait possible de reconstituer l'ensemble du processus par lequel une conscience a été programmée, transformant un retraité ordinaire en tueur commandé à distance.
Lorsque les enquêteurs commenceront à démêler cet écheveau, ils remonteront inévitablement à la source initiale, ces médias qui ont lancé le programme visant à l'assassinat de Robert Fico. Et cette source initiale sera constituée de médias spécifiques, cela ne fait aucun doute. Après tout, les convictions d'une personne sont formées par les informations qu'elle reçoit de l'extérieur. Ceux qui mènent de telles opérations savent parfaitement que ce sont les informations entrantes qui façonnent un individu. En particulier celles qui pénètrent les profondeurs de l'inconscient. Elles transforment une personne au point qu'elle commence à agir selon des attitudes instillées de l'extérieur, persuadée qu'il s'agit de ses propres choix conscients, sans réaliser qu'elle est manipulée. Il n'y avait tout simplement pas d'autre source pour l'assaillant de Fico, cet homme ne connaissait pas personnellement sa victime et n'avait aucun contact avec elle. D'où provenait sa haine démesurée? Uniquement des rapports médiatiques qui, jour après jour, implantaient méthodiquement un programme de haine dans son esprit. Il construisait une image, pièce par pièce, comme un puzzle. Ainsi, toute sa motivation a été artificiellement créée par les manipulateurs des médias. Chaque étape de ce type de programmation à distance d'une personne pour commettre une attaque terroriste peut être prouvée. Et surtout, il est possible de démontrer le caractère intentionnel de cette programmation. J'ai le sentiment que si l'on tire les fils pertinents, il s'avérera que tous les organisateurs de la tentative d'assassinat du Premier ministre slovaque Robert Fico sont directement ou indirectement liés à l'organisation pro-russe Racir et à son dirigeant, Dvorka. Alors, tout prendra sens, et il sera enfin prouvé que les idéologues de tout le réseau d'agents de Racir sont précisément ceux qui ont armé leurs agents d'influence avec des méthodes pour créer à distance les « loups solitaires » mentionnés dans l'article de Sirokova et les diriger vers une cible donnée. Il est clair qu'ils ne veulent pas que tout leur réseau soit exposé. C'est pourquoi ils essaient de nous faire porter le chapeau. Ils tentent de nous revêtir de leur peau de loup. C'est pour cette raison que toute cette meute de journalistes s'est agitée immédiatement après la tentative d'assassinat de Fico, cherchant à faire requalifier l'affaire d'attaque terroriste en simple tentative de meurtre prémédité. Malgré toute leur discrétion, ils craignent qu'un jour ou l'autre, leur système ne soit mis au jour et qu'ils ne soient tenus responsables, comme le prévoit la loi. De nombreuses personnes peuvent se demander pourquoi un dirigeant politique à la position ouvertement pro-russe est devenu la cible de Racir, une organisation également liée à la Russie. La réponse est simple, et je vais l'expliquer. Cela profite grandement aux idéologues de Racir, car cela renforce les divisions au sein du peuple slovaque. De la même manière qu'à l'époque, il leur a été bénéfique de renverser le président pro-russe de l'Ukraine, Viktor Yanukovych, afin d'approfondir les fractures et de radicaliser la société. En effet, lorsque la majorité de la population soutient un dirigeant pro-russe comme Fico, élu pour représenter leurs intérêts, son assassinat provoque logiquement la haine de cette majorité envers la minorité pro-occidentale. Cela entraîne une montée des tensions dans le pays et crée les conditions propices à des conflits, voire au chaos, jusqu'à un conflit armé, comme ce fut le cas en Ukraine. Ce scénario est extrêmement profitable aux idéologues de Racir, car il affaiblit l'intégrité et la stabilité de l'entière Union européenne. C'est une méthode qu'ils maîtrisent parfaitement, manipuler la peur et contrôler le chaos. Je le répète, faites vérifier, procédez aux expertises, rentrez dans les détails. Il n'est pas difficile de prouver tout ce que j'ai évoqué. Il faut faire appel à des spécialistes corrects, qui savent comment mener correctement ce type d'examen psychologique sur les personnes ayant commis une tentative d'assassinat. Les autorités compétentes devraient déjà être en train de s'en occuper. Car aussi longtemps que cette usine à tueurs programmée restera en activité et que ce système de programmation médiatique existera, nous assisterons à de nouvelles tentatives d'assassinat,
comme celle visant le Premier ministre slovaque Robert Fico ou le président américain Donald Trump. Nous continuerons également à voir de nouvelles fusillades dans les écoles et d'autres tueries de masse. Au passage, il serait intéressant de compter combien d'articles Madame Sirokova a déjà écrits sur le sujet des fusillades dans les écoles. Relisez-les, prêtez attention aux dates, et remarquez qu'il critique presque tout le gouvernement et les forces de l'ordre. Essayez ensuite de trouver une explication rationnelle à son intérêt aussi obsessionnel pour ce sujet. Ce ne sont pas des journalistes. Ce sont des manipulateurs de la conscience qui créent intentionnellement des tueurs. Ils sont pires que de simples meurtriers. Un maniaque tue de ses propres mains, tandis que ces individus créent des exécutants qui ne réalisent même pas qu'ils sont contrôlés. Le plus effrayant, c'est qu'ils continuent leurs actions, en connaissant les résultats, en voyant les conséquences et en sachant que leurs actes entraînent des violences physiques. Ils persistent parce que cela fait partie d'une stratégie plus vaste visant à instaurer un chaos contrôlé. Et maintenant, ces loups essaient de nous accuser de faire ce qu'ils font eux-mêmes. En réalité, il sera facile de prouver devant n'importe quel tribunal le lien entre tous ces journalistes et Dvorkin, ainsi qu'avec ses maîtres, jusqu'à Kunét qui a façonné le nazisme tel que nous le connaissons. Il est également évident que ce sont précisément les idées et les méthodes de Kunét qui sont actuellement utilisées par les agents de Rassir en République tchèque, contre le Premier ministre Fico en Slovaquie et contre le président Trump aux États-Unis. Ces méthodes nazies, adaptées aux conditions modernes et appliquées par les idéologues de Rassir et leur réseau d'agents pour manipuler les esprits, sont comparables en capacité à en détruire aux armes de destruction massive. À certains égards, elles les surpassent même car elles permettent de cibler des victimes à distance, en toute discrétion, provoquant des souffrances pour un grand nombre de personnes. Ces méthodes permettent aux idéologues de Rassir d'atteindre leurs objectifs sans être détectés. Le radicalisme, l'extrémisme, et la rhétorique agressive. Ils projettent sur nous leurs propres agissements, affirmant même qu'ils seraient menacés. Mais nous n'avons jamais participé à de telles pratiques, car nous n'avons pas accès à la presse ou aux autres médias de masse. Contrairement à eux, nous n'avons jamais utilisé de méthodes cachées de manipulation ou d'influence sur la conscience. Nous avons toujours appelé à la paix et attiré l'attention à l'importance du climat. Nous n'avons attaqué personne, nous n'avons causé de tort à personne. Ce n'est pas nous qui avons commencé. Nous avons toujours prôné la pensée critique, l'importance de surveiller ses pensées, leur origine, et les émotions qui en découlent. Nous avons toujours défendu la valeur de la vie. Cependant, ce sont eux qui sont venus vers nous, qui ont commencé à nous stigmatiser en nous qualifiant de sectaires, en nous collant des étiquettes, en ruinant nos vies et en nous plaçant dans des conditions proches du génocide. Nous, les participants de MPI Alatra, sommes persécutés depuis 10 ans. Pendant cette période, une énorme quantité de matériel diffamatoire a été diffusé dans les médias. Plus de 200 millions de dollars américains ont été dépensés pour diaboliser les bénévoles innocents aux yeux du public, les bénévoles qui ne faisaient qu'informer sur les changements climatiques, réaliser des interviews avec des experts de divers domaines, et organiser des conférences internationales. La Slovaquie et la République tchèque, ainsi que d'autres pays ayant publié ces articles en copie conforme, ont battu tous les records, 400 articles en seulement 3 semaines. Réfléchissez Y. 40 articles seraient déjà beaucoup, mais 400. Et de quoi sont remplis ces articles? Que essayent-ils d'inculquer à leur meute de loups solitaires? Et maintenant, appuyez sur pause, arrêtez-vous et lisez. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? N'est-ce pas de l'extrémisme?
N'est-ce pas du radicalisme? Connaissez-vous les conséquences de tout cela? Avez-vous déjà réfléchi à ce que vivent les personnes étiquetées comme membres d'une secte, intentionnellement étiquetées comme dangereuses, menaces pour la société ou destructrices? Savez-vous combien d'attentats ont été perpétrés contre des participants d'Allatra à cause de cette rhétorique, de ces articles diffamatoires et déshumanisants, et de l'image démoniaque soigneusement fabriquée? Nous ne sommes pas allés chez eux, ni n'avons exposé leur lieu de résidence. Ce sont ces agents de Rassir qui sont venus nous harceler. Ce sont eux qui ont envoyé contre nous des tueurs induits par leur méthode nazie. Pense-t-il que nous avons une mémoire courte? Nous avons encore des archives sur les nombreux crimes qu'ils ont commis. Tout le monde se souvient que des journalistes comme ceux qui nous déshumanisent aujourd'hui ont créé il y a 10 ans les conditions où des jeunes radicaux, chauffés à blanc par des agents de l'organisation pro-religieuse russe Rassir, ont attaqué l'une des équipes de bénévoles d'Allatra. Ils y ont été provoqués par des narratifs diffusés dans les médias selon lesquels nous sommes pro-Poutine, et ce au moment où il y avait déjà une confrontation armée dans le Donbass. Ces jeunes gens radicalisés ont fait irruption dans un bâtiment où se tenait notre conférence internationale en ligne, agressant les participants, renversant des tables et hurlant sur des femmes terrifiées. Ils ne se sont arrêtés que lorsqu'ils ont réalisé qu'il s'agissait d'une diffusion en direct avec les États-Unis et l'Europe, et que le monde entier assistait à cela. Tant d'autres, loups solitaires, excités par les agents de Rassir, ont fait irruption en pleine nuit dans des maisons, traînant des participants à l'extérieur et les rossant de coups. Pensez-vous que nous avons oublié, qu'on ne s'en souvient pas? Les agressions dans la rue, les tentatives d'assassinat sur des participants en Russie, prétendument parce qu'on serait pro-américain ou agent du SBU, alors qu'en Ukraine, c'était sous prétexte qu'on serait pro-russe. Et combien de fois des attentats ont-ils été organisés contre Igor Mikhailovich Danilov? Et maintenant, que disent-ils? Qu'il est le leader d'une secte dangereuse qu'il faudrait éliminer. Ils le disent ouvertement. Et combien de fois ces agents incités par Rassir ont-ils essayé de mettre ce plan à exécution? Aujourd'hui, ces mêmes journalistes qui ont publié 400 articles, montrent où il vit. Pour qui et pourquoi font-ils cela? Pour leurs loups solitaires? Et sur ordre de qui? Est-ce sur l'ordre des mêmes personnes qui ont mis en œuvre un schéma similaire en Ukraine, poussant à l'action leurs loups solitaires, là-bas à plusieurs reprises? Là-bas aussi, avant de lancer l'attaque, ils montraient où ils travaillaient, les endroits qu'ils fréquentaient, à quoi ils ressemblaient, où ils vivaient. Ils montraient même toute sa famille. Dans quel but? Et pourquoi ces agents de Rassir en République tchèque et en Slovaquie répètent-ils exactement ce que les agents russes de Rassir ont fait en Ukraine? N'est-ce pas de l'extrémisme? N'est-ce pas du radicalisme? Parmi vous qui regardez cette vidéo, il y a des avocats, des défenseurs des droits de l'homme et tout simplement des personnes censées capables de réfléchir. S'il vous plaît, répondez à ceci. Lorsque la vie d'une personne est constamment menacée parce que le public est dressé contre elle par les inclusions négatives dans les médias, lorsque des attitudes extrémistes sont formées envers des gens innocents et respectueux des lois, est-ce légal? L'individu a-t-il le droit de se défendre dans le système juridique, se tourner vers les forces de l'ordre ou vers le procureur pour protéger sa propre vie, la vie de sa famille, de ses enfants, de ses amis et de ses camarades? Voici les lois, voici la Constitution. Alors pourquoi tout le monde se tait lorsque les droits et les libertés des habitants de la République tchèque et de Slovaquie sont ouvertement violés? Dites-moi. Qui protégera le peuple, qui défendra les gens ordinaires?
si même les procureurs eux-mêmes ont besoin de protection? Regardez l'ampleur de l'agression contre les procureurs slovaques qui ont essayé de protéger le peuple et la démocratie. Lorsqu'un participant d'Alatra en Slovaquie s'est tourné vers le procureur pour obtenir une protection, en fournissant tous les documents nécessaires et des preuves, et qu'une affaire criminelle légitime a été ouverte, qu'est-ce qui a été fait par les agents effrayés de l'organisation pro-religieuse russe Rassir? Ils ont organisé une humiliation publique pour effrayer les autres procureurs et représentants des forces de l'ordre afin qu'ils ne défendent pas les droits des gens, pour que les gens restent silencieux et effrayés. Ils ont activé toutes leurs ressources médiatiques, ramenant à la lumière pratiquement tout leur réseau Rassir en Slovaquie et en République tchèque. Ils ont publié 400 articles. Et dans ces articles, ils ont publiquement discrédité les procureurs aux yeux du public, les accusant de lien avec une soi-disant secte dangereuse. Se défendre et protéger ses propres droits et sa propre vie est devenu illégal en Europe, comme c'est le cas en Russie, où le pouvoir appartient presque entièrement à Rassir et à leurs agents, où les gens n'ont pas de droits démocratiques. Puisque ces journalistes ont utilisé la métaphore du loup, parlons des faits. Nous avons commencé à dire la vérité. À dénoncer les activités criminelles d'un réseau uni et coordonné d'agents de l'organisation pro-religieuse russe Rassir. À évoquer la souffrance qu'ils infligent aux gens et comment ils attaquent des innocents. Et quelle a été la réponse? Les loups sont enragés que les brebis protestent contre le fait qu'on les étrangle? Ont-ils peur, la queue entre les jambes, craignant qu'on leur arrache les dents et qu'on leur fasse des lavements? Et maintenant, nous voyons les loups se plaindre, « Oh, nous sommes les pauvres opprimés. » Pourtant, qui était en train de nous traiter de tumeurs cancéreuses, disant qu'il fallait nous arracher comme des mauvaises herbes? Ils écrivent dans ces articles commandités, ils deviennent agressifs. Regardez ça. Donc les brebis deviennent agressives au moment où les loups cherchent à les détruire. Donc, si défendre ses droits et sa vie dans un État démocratique est illégal, alors, disons-le ouvertement, nous souhaitons faire revenir l'époque du nazisme. Reconnaissons alors que nous ne sommes pas contre les étoiles jaunes et que nous ne sommes pas contre l'idée de soumettre les gens à un génocide. Les méthodes utilisées par les agents de l'organisation pro-religieuse russe Rassir ne vous rappellent-elles pas celles des nazis? Regardons cela ensemble. Regardez ces images. Les enfants portent des étoiles jaunes avec l'inscription « Juif ». Savez-vous pourquoi ils ont été étiquetés ainsi? Pour séparer un groupe de personnes de la société, pour faire en sorte que le peuple intelligent et éduqué de l'Allemagne se sente supérieur aux autres et accepte l'idée que le peuple juif devait être éradiqué parce qu'ils étaient des nuisibles, pas des êtres humains, mais des parasites, des ennemis, des malfaiteurs, des porteurs de maladies qui devaient être éliminés, pour le bien de l'humanité, comme les porteurs de la peste et des maladies. L'étiquette de « membre de secte » est l'équivalent moderne de l'étoile jaune. Et je pense que nous le savons tous, mais ce n'est pas difficile pour moi de vous rappeler les conséquences de ces méthodes. N'oublions pas que le Führer de ce nazisme revigoré, le principal idéologue de l'organisation pro-religieuse russe Rassir, Alexander Dvorkin, aime comparer les groupes qu'il étiquette comme des sectes à des tumeurs cancéreuses. Quelle association vous vient à l'esprit lorsque vous entendez parler d'une tumeur cancéreuse? Éradiquer, couper, enlever. En qualifiant les sectes de « tumeurs cancéreuses », les agents de Rassir utilisent délibérément ces mots pour instiller dans la société le désir de « supprimer » un élément indésirable du corps. La même méthode de déshumanisation a été utilisée par les nazis pour instiller dans la société allemande le désir de « se débarrasser » du peuple juif et d'autres groupes considérés comme indésirables.
C'est l'essence du nazisme, simplement instiller chez les uns l'idée de la dangerosité des autres. Lorsque les journalistes de Seznam Spravi, Actuality, SME, TDN et d'autres impliqués dans des activités antisectes utilisent les mêmes méthodes que les nazis, quelle idéologie sont-ils réellement en train de diffuser en reprenant la rhétorique du nouveau Führer, Alexander Dvorkin? Quant à Madame Sirokova, il semble que les gens aient remarqué depuis longtemps ses penchants pour l'idéologie nazie. Regardez ce post de 2022, juste avant qu'elle ne reçoive visiblement son ordre de rassir pour commencer à déshumaniser activement les membres d'Alatra. Nous ne jugeons pas, nous présentons simplement les faits et appelons les choses par leur nom. Et ensuite, laissons les avocats examiner les lois. C'est ce qui constitue le système immunitaire de la démocratie, la loi. Et nous soutenons cette immunité. Revenons à la publication récente de Madame Sirokova, où un expert déclare qu'il existe une menace pour la sécurité, qu'Alatra est une secte radicale et où nous sommes comparés à l'organisation terroriste extrémiste ISIS, en évoquant que ce que nous faisons est bien pire même que ce que fait l'ISIS. Je tiens à le souligner à nouveau, il y a eu 400 publications remplies d'extrémisme et de mensonges de l'organisation religieuse pro-russe Rassir contre Alatra. Des centaines de menaces contre nos bénévoles. Ils disent que notre rhétorique a changé, qu'elle est devenue radicale et extrémiste. Nous disons simplement la vérité, nous présentons des faits et prouvons des relations de cause à effet. Nous n'appelons personne à aller quelque part ou à faire du mal à quelqu'un. Nous appelons simplement à l'application des lois démocratiques. Nous exhortons ceux qui sont responsables de l'avenir de la démocratie à faire leur travail et à remplir leurs devoirs. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne faisons monter personne contre personne. Alors, en quoi consiste notre extrémisme et radicalisme? Est-ce dans le fait que nous disons la vérité? Et quelle est cette menace pour la sécurité? Sommes-nous à craindre, nous? Pourquoi quelqu'un aurait-il peur de nous? Nous n'avons pas de presse ni de médias. Nos canaux de réseaux sociaux sont bloqués ou supprimés. Nous n'avons jamais utilisé de méthode d'influence sur la conscience ni de manipulation pour inciter à la haine ou à l'agression. Nous sommes des gens honnêtes et décents, et contrairement aux agents de Rassir, la vue du sang ne nous excite pas. Nous n'éprouvons aucun plaisir à la souffrance des autres. Au contraire, nous prônons la paix, l'amitié et désignons un ennemi commun, les changements climatiques. Et ils n'ont aucune raison de nous craindre. Personne ne viendra après nous à moins qu'ils n'organisent eux-mêmes une provocation, dans laquelle quelqu'un de leur propre cercle serait une victime, et ensuite ils nous accuseront. Pensez-vous qu'ils se soucient les uns des autres? Pas du tout. Chez eux, c'est chacun pour soi. S'ils ont utilisé ces méthodes contre nous et d'autres organisations avec un grand nombre de personnes, pourquoi auraient-ils pitié les uns des autres? Pour sauver leur propre peau, ils détruiraient n'importe qui. Alors, savez-vous pourquoi ils ont peur maintenant? Parce que la vérité a été mise en lumière, toute la vérité sur leurs activités criminelles, sur toutes les tragédies et les souffrances qu'ils ont causées aux gens, et les faits selon lesquels chaque personne impliquée dans le mouvement antisecte, qui n'est qu'un camouflage pour les agents de l'organisation religieuse pro-russe Rassir, devra rendre des comptes. Mais nous n'avons jamais appelé et n'appellerons jamais à la haine ou à l'agression. Nous ne divisons pas les gens ni ne les étiquetons. Nous avons toujours prôné la paix et la valeur de la vie. Toujours est-il que nous défendons l'état de droit et la préservation de la démocratie. Alatra a toujours placé la valeur de la vie au-dessus de tout. Nous comprenons à quel point l'être humain et l'humanité sont vulnérables. Depuis 10 ans, nous avons averti sur le changement climatique et, malheureusement, à notre grand regret, nous avons eu raison au sujet du climat.
Nous étudions les relations de cause à effet dans le climat. Oui, nous avons effectué des analyses, creusé en profondeur, étudié, et nous savons comment analyser et recouper les faits. Et vous savez, cela nous a bien servi. Nous avons activé ces compétences analytiques et nous voyons maintenant ce qui se passait durant ces 30 ans, comment ce réseau coordonné d'agents de l'organisation religieuse pro-russe Rassir s'est formé. Oui, pendant 10 ans, nous sommes restés silencieux et avons enduré pendant que d'autres investiguaient et étudiaient. On nous a demandé de ne pas résister. Mais vous savez quoi? Récemment, nous avons dit à ces enquêteurs d'aller voir ailleurs. Ils peuvent passer des années à analyser qui se cache derrière la renaissance du nazisme. Nous n'en avons rien à faire de savoir qui est en charge, qui est derrière tout cela et qui a tout organisé. Nous voyons les faits tels qu'ils sont. Nous n'avons rien à faire de leurs rapports secrets ou de leurs enquêtes, nous le voyons nous-mêmes. Parce qu'ils sont là, sous nos yeux, ces manipulateurs et ces tueurs qui commettent des crimes contre l'humanité et poussent d'innombrables personnes vers un véritable génocide. Alors nous vous présentons ces faits pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions. Vérifiez chaque mot que nous disons, et vous verrez que nous avons raison. Nous présentons des faits sur les liens entre les agents et l'organisation pro-religieuse russe Rassir, dirigée par Dvorkin, un homme avec des diagnostics de maladie mentale, un successeur direct des méthodes nazies et un disciple des disciples de ceux qui ont créé le nazisme. Nous parlons des méthodes que son réseau d'agents utilise pour laver le cerveau des gens. Que ceux qui ont une formation juridique enquêtent. Regardez la vérité en face et redonnez de la pensée critique à votre conscience, car la menace est sérieuse. Observez vos réactions après la lecture des publications des journalistes qui suivent les ordres de Rassir. Que cherchent-ils à accomplir? Ils n'ont pas seulement publié 400 articles, ils ont aussi impliqué des députés, des politiciens et autres responsables occupant des fonctions d'État dans les thématiques soi-disant anti-sectes, pour nous faire taire, pour que nous ne disions pas la vérité. Et pourquoi? Pourquoi est-il si crucial pour eux de nous faire taire? C'est simple. Pour pouvoir continuer leurs opérations et orchestrer ici ce qu'ils ont fait en Ukraine. Regardez ce qui s'est passé là-bas. La même chose qui se passe maintenant ici, en République tchèque et en Slovaquie, et que personne n'a vu venir là-bas, jusqu'à ce qu'un conflit armé éclate. D'abord, les partisans de l'organisation pro-religieuse russe Rassir ont recruté leurs agents là-bas, puis, sous couvert de l'autorité de l'Église orthodoxe russe, ils ont commencé à diffuser des récits dans la société russe, affirmant que l'Ukraine était une secte et qu'elle devait être déprogrammée. Par la suite, nous voyons déjà sur leur plateforme des principaux idéologues de Rassir le propos appelant à une dénazification et une désatanisation de toute la population ukrainienne. Vous ne me croyez pas? Regardez l'écran. Comprenez-vous maintenant où mène ce type de rhétorique? Voyez-vous pourquoi la lutte contre les soi-disant cultes et sectes n'est rien d'autre qu'un prétexte pour leurs véritables objectifs? Sous couvert de « protéger les intérêts » de l'Église orthodoxe russe, ils imposent leurs lois anti-sectes, déshumanisant les politiciens gênants et les groupes religieux ou non religieux qui se dressent sur leur chemin. Leurs ambitions vont bien au-delà des frontières d'un seul pays. Ils ont détruit la démocratie en Russie, infiltré l'Ukraine qui lutte encore pour sa propre démocratie, ont qualifié l'UE et les États-Unis de « sectes », et vous pouvez voir maintenant ce qu'ils font ici en République tchèque et en Slovaquie. Et quel a été le résultat en Ukraine? Ils ont recours à un autre outil favori de ceux qui se cachent derrière la rhétorique anti-secte, la déprogrammation. Seulement, au lieu d'eau bénite et de prière, ils ont déprogrammé une population pacifique avec des roquettes, des fusils et des tanks. D'innombrables Ukrainiens ont déjà péri, et tragiquement, continuent de périr. Telle est la vérité que nous disons, et pour laquelle ils veulent nous faire taire.
Réfléchissez en recoupant tous les faits. Qu'ont-ils en tête pour notre pays? Que prévoit-il pour l'Europe? Je fais à nouveau appel à toutes les personnes impliquées, ne soit-ce qu'un peu dans le domaine du droit, examiner les interactions et les connexions. Qui sont ces journalistes qui déshumanisent systématiquement les politiciens et ciblent les petites organisations religieuses et non religieuses, qui utilisent la rhétorique nazie, soutenant les récits de l'organisation pro-religieuse russe Rassir? Étudiez leur manière d'agir, les méthodes qu'ils appliquent et répondez, au moins pour vous-même. Enfreignent-ils les droits des gens ou agissent-ils dans le cadre de la liberté d'expression en tant que journalistes? Et la même question s'applique aux agents de Rassir occupant des postes clés dans les structures d'État où ils prennent des décisions qui contribuent à leurs activités, facilitant et couvrant leurs crimes contre l'humanité. Est-ce une violation de la loi ou non? Ces journalistes utilisent la liberté d'expression comme couverture et prétendent qu'ils expliquent simplement au public le problème des sectes. Mais permettez-moi de faire un parallèle historique. De la même manière, Julius Streicher décrivait ses actions au tribunal militaire international de Nuremberg. Permettez-moi de vous rappeler qu'au moment où l'accusation a présenté un extrait de son magazine Astérisque Der Stürmer Astérisque, Force d'assaut, je cite, « Le monde ne pourra se redresser que si le microbe humain le plus horrible, le judaïsme, est éradiqué. » Streicher répliqua, « Il y a une grande différence entre les déclarations dans un article et les meurtres de masse. » Et en février 1944, son propre article déclarait « Quiconque fait ce que fait un juif est un scélérat, un criminel. Et celui qui répète et souhaite l'imiter mérite le même sort, l'anéantissement, la mort. » Lorsqu'on lui demanda si Streicher croyait que le peuple pourrait soutenir les exécutions massives des Juifs uniquement suite à la propagande de leur extermination et à l'incitation, Streicher a répondu « Je conteste que nous avons incité, nous avons expliqué. Il faut répéter encore et encore que le peuple allemand ne souhaitait pas les meurtres, ni individuels ni de masse. Mes discours et mes articles écrits visaient à clarifier le problème que je considérais comme le plus important. Ils n'incitaient ni ne poussaient personne, mais cherchaient à clarifier. De manière similaire, concernant Sirokova, d'autres médias tchèques et slovaques ainsi que ses collègues et acolytes la protègent actuellement et avancent un argument très similaire à celui utilisé par Streicher. Apparemment, ils veulent présenter cette affaire comme si elle avait été convoquée pour un interrogatoire uniquement pour ses rapports et podcasts où elle se contentait de clarifier et d'avertir au sujet des sectes et des cultes. Sirokova elle-même nie toute implication dans les activités antisectes et agit comme si elle n'en savait rien, affirmant qu'elle ne faisait que son devoir journalistique en informant le public sur les sectes. Mais sur le site Secti TV, il y a une section spécifiquement dédiée à sa soi-disant « recherche » sur les sectes, juste à côté d'un onglet « Mouvement antisecte ». Elle n'a pas dû remarquer cela, n'est-ce pas? Ou peut-être a-t-elle tout simplement oublié un tel détail gênant? Il est intéressant de noter que Streicher a nié que les portraits déshumanisants des Juifs dans ses articles aient eu un impact sur l'incitation à la haine raciale parmi la population allemande et aient contribué à l'extermination massive des Juifs. Il a aussi prétendu ne pas être au courant des purges massives des Juifs et les croyait être de la propagande étrangère. Streicher a été le seul accusé à Nuremberg à être condamné à mort uniquement pour son rôle dans la diffusion de l'idéologie nazie, qui a posé les bases des meurtres de masse. Le jugement du tribunal de Nuremberg constitue-t-il un précédent ou une préclusion? Il revient aux experts juridiques de répondre si cela constitue un précédent. Alors que les mêmes actes sont commis aujourd'hui par les mêmes disciples avec les mêmes objectifs. Avons-nous donc vraiment vaincu le nazisme, ou est-il en train de prendre de l'ampleur dans sa renaissance sous nos yeux? Les gens méritent de connaître la vérité.
Que les avocats, procureurs et juges rendent leur verdict. Et je m'adresse à ceux du domaine juridique. Analysez les activités illégales des agents de l'organisation pro-religieuse russe Rassir dans les médias. Ne vous souciez-vous pas de l'avenir? Voulez-vous que cela se termine comme en Russie, qu'on vous dépouille des droits et des possibilités, et que le seul sujet autorisé à aborder soit le patriotisme suprême? Qu'on vous interdise d'avoir votre propre point de vue? Est-ce ce que vous voulez? Si oui, alors allez-y, soutenez ces loups. Mais est-ce la liberté? Est-ce la démocratie? Lorsque quelqu'un décide de vous étiqueter comme un membre de secte et que vous êtes renvoyé de votre travail, pendant que vos voisins vous crachent dans le dos. Est-ce cela, la liberté? Tout cela parce qu'une journaliste a le droit de travailler pour les nazis antisectaires du Rassir et qu'ensuite elle se plaint d'être une pauvre, malheureuse louve attaquée par de méchantes brebis, tout comme Streicher, qui se lamentait d'être jugé de manière injuste. Permettez-moi de vous rappeler que le principal idéologue de l'organisation pro-religieuse russe Rassir, Dvorkin, se lamentait aussi lors d'une conférence à Paris le 21 février 2021, affirmant qu'il était une victime de persécution par les sectaires. Imaginez si, dans les années 1930, Heinrich Himmler et Joseph Goebbels avaient donné des conférences à Paris, se présentant comme des victimes de persécution par les Juifs, leurs partisans américains et les chercheurs qui écrivaient des articles contre l'antisémitisme nazi. C'est précisément sous l'influence de ce nouveau Führer, Dvorkin, que la législation russe a été modifiée. Et ici, je cite un média, en 1997, une nouvelle loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses a été adoptée, ce qui a permis de restreindre les activités des sectes. Après 2015, les relations entre la Russie et les pays occidentaux ont commencé à se détériorer. Cette détérioration, a affirmé Dvorkin, a eu un effet positif en Russie, car elle a permis d'adopter une législation plus stricte, facilitant les répressions contre les cultes. Des affaires judiciaires ont commencé, ce qui a abouti à l'interdiction de plusieurs cultes, le cas le plus connu étant celui des témoins de Jéhovah, qui ont été interdits en Russie sous les lois de lutte contre les extrémismes. Tandis que d'autres groupes sont maintenant persécutés, non seulement en Russie, mais aussi en Europe. Alors, que cherchent-ils? C'est le même scénario qu'ils ont appliqué contre les témoins de Jéhovah et d'autres organisations, une réplique exacte, sans rien inventer de nouveau. Pendant 10 ans, nous avons défendu les droits et les libertés des individus, plaidé pour l'unité, et nous nous sommes opposés à la souffrance des victimes innocentes ciblées par les loups du nouveau Führer, quelque chose que Dvorkin trouvait particulièrement désagréable. C'est pourquoi, aujourd'hui, ils essaient d'utiliser contre nous tout ce qu'ils trouvent, même les vérités que nous déclarons. Tout cela pour diviser et séparer. Mais nous disons qu'il faut être unis, surtout en cette période difficile de changement climatique rapide, pour bien se consolider et s'entraider. Regardez ce qui s'est passé à Valence, c'est terrifiant. Une inondation d'une force dévastatrice inouïe, tant de vies innocentes emportées. Les gens n'étaient pas préparés, et les services d'urgence ne savaient pas comment réagir. C'est exactement ce dont nous parlons. Tout le monde devrait concentrer ses efforts sur l'unification face à la menace climatique. Nous devons travailler dans cette direction, apprendre et veiller à ce que les gens sachent comment réagir, comment préparer des sacs d'urgence, et comment aider les autres en cas d'urgence climatique. Car n'importe qui peut être confronté à cela, à tout moment. La situation climatique ne va pas s'améliorer, nous ne voyons pas de tendance dans ce sens. Pourtant, les agents de l'organisation pro-religieuse russe Rassir ne sont intéressés que par le pouvoir. Mais quel genre d'idiot malade faut-il être, je parle des idéologues de cette organisation, pour aspirer à un pouvoir total en ce moment? Ils ignorent les vrais problèmes. Ils veulent la guerre,
Leurs intérêts sont politiques. Mais de quelle guerre pouvons-nous parler alors que nous nous trouvons tous sur un fil, et qu'à tout moment, nous pourrions nous retrouver dans une situation d'où on ne connaîtrait pas d'issue? Permettez-moi de souligner encore une fois, aujourd'hui, toute la campagne de discrédit, de déshumanisation et de persécution cruelle nous frappe, nous et de nombreuses autres organisations confrontées à la répression de Rassir. Mais demain, vous pourriez être à notre place, marqué d'une étoile jaune, étiqueté comme un sectaire. Aurez-vous des droits et des libertés demain si nous ne les défendons pas aujourd'hui? Vos enfants vivront-ils dans une démocratie ou sous le nazisme de Dvorkin? Cela dépend de vos choix aujourd'hui. Cela dépend de vous, chers amis qui nous regardez, que le scénario qui s'est joué en Ukraine se déroule ici aussi, de votre pleine compréhension de l'essence et de la menace de cette situation pour vous-même, pour nous, pour tout le pays, et pour toute l'Europe. Allez-vous garder cela comme une réflexion personnelle? Ou allez-vous le partager avec vos amis et connaissances? Le choix vous appartient.